Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un article que je trouve très intéressant sur le fait que la génération Z est la génération la plus triste de tous les temps. Et à juste titre, car je vois quatre grands problèmes majeurs. Le premier problème, le problème écologique, hein, donc la peur de la destruction de l'humanité. Le deuxième, l'arrivée de l'IA, enfin l'arrivée de l'IA, l'arrivée de l'intelligence artificielle générale, donc la peur de l'éradication de l'espèce humaine là aussi. Et le troisième problème plus présent, on va dire, c'est la précarisation économique évidente, chômage très important, impossibilité d'accéder à la propriété ou d'acheter. Et enfin, un dernier point qui est moins mis en avant et qui est là, selon moi, et qui joue, c'est l'isolement social de cette génération. Ces jeunes sont très seuls, de manière globale, et pas que sur le plan amoureux, c'est aussi sur le point amical. Ils sont pas en couple ou peu en couple, et ils ont peu d'amis, et en fait, ils ont même peu de relations tout court par rapport aux générations d'avant. Alors, si vous êtes de cette génération Z, ou vous êtes simplement quelqu'un d'anxieux, le but de ce podcast, c'est pas de vous expliquer de vous suicider, ou pourquoi la vie c'est compliqué, vous le savez déjà, c'est bon, il y en a d'autres qui le font. Mais à l'inverse, le but de ce podcast, c'est de vous rendre moins anxieux à travers quelques points et solutions que je vais étayer. Et je vais commencer directement dans le vif avec mon premier point, un peu pour vous rassurer. Vous n'êtes pas la seule génération à avoir eu des inquiétudes. Je répète, vous n'êtes pas la seule génération à avoir eu des inquiétudes. Il s'agirait de ne pas être trop centré sur soi. Les générations d'avant avaient des craintes, beaucoup plus importantes que les vôtres des fois même. Et on va prendre, d'ailleurs, on va prendre l'exemple, la génération des boomers, la génération la plus bénite de l'histoire. En tout cas, bénite en termes de croissance. Et cette génération des boomers, et oui, ils avaient des inquiétudes. Et la première de leurs inquiétudes, c'était la peur de la guerre froide. De la bombe nucléaire, en fait. Donc la guerre froide, à l'époque, je vous rappelle, c'est les Américains et les Russes, enfin l'URSS, qui chamaillent, parce que c'est presque ça, et qui menacent d'appuyer sur le bouton de l'arme atomique pour rayer un pays de la carte, donc eux par la même occasion. C'était ça l'inquiétude des boomers. Et maintenant, alors ça semble évident de dire oui, mais personne n'aura appuyé sur le bouton de la bombe atomique. Pas du tout. Il y avait notamment la crise de Cuba, où là c'était très très chaud, hein, très tendu même. Et même au-delà de ça, au-delà de ces périodes de crise, pour illustrer mes propos, petite anecdote, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de gens de cette génération qui ont appris le russe parce qu'en fait, ils étaient persuadés que les Russes allaient gagner et qu'ils allaient envahir la France. Donc, vraiment juger avec le recul en se disant non, mais personne n'appuierait sur le bouton de la bombe atomique, en fait, c'est faux. Personne n'en avait l'assurance et ils avaient toujours cette peur. Et jusqu'à la chute du mur de Berlin, les gens vivaient dans la crainte. Et à certains moments, vivaient très fortement dans la crainte que la bombe atomique leur tombe dessus, et que ça soit la fin en fait. Ça a été les premiers aussi à subir les pénuries de pétrole ou les crises pétrolières, hein. Donc ils se sont rendus compte que le pétrole, ça allait pas être infini, que ça serait pas non plus pas cher éternellement, et que ça allait faire qu'augmenter. Ça a été les premiers à se rendre compte que le coût de l'énergie, et que ça allait pas être éternel. Enfin, dernier point, c'est qu'ils avaient eux aussi des prédictions d'effondrement de l'humanité dans ces années-là, et des inquiétudes, parce qu'il y a notamment le rapport Mido très célèbre sur les limites de croissance, qui a été publié lors du Club de Rome, et dans ce modèle, en fait, on établit que le déclin de l'humanité commencerait pour 2030. Donc, déjà, les boomers étaient quand même dans un climat plus anxiogène qu'on l'imagine, notamment par la guerre froide, mais aussi par les crises pétrolières, donc un peu crise économique qu'ils rencontraient, et même les prédictions d'effondrement. Donc l'univers dans lequel ils baignaient n'était pas des plus joyeux non plus. Bon, et après, sans vouloir être caricatural, si on prend les générations d'avant, enfin les générations d'avant 1800, alors sur tous les continents, globalement, la vie était très dure. En fait, la peur de ces générations-là, c'était la peur de mourir, hein. Ils se battaient pour survivre. C'était ça leur peur. Et c'était une peur immédiate, puisque dans leur quotidien, ils étaient en proie à la famine,
à la maladie, aux aléas climatiques, aux guerres. Donc ils connaissaient forcément quelqu'un, un de leurs enfants, des relations, leur famille, quelqu'un, du village qui avait été mort, bah, soit par maladie, soit par accident, soit, de faim, soit à la guerre, C'est la vie de cette époque était extrêmement rugueuse et je comprends que les gens soient inquiets, mais relativisez vos malheurs. Les malheurs d'avant, c'était cela. D'ailleurs, si vous me regardez, si vous m'écoutez, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soir, vous soyez au chaud dans votre lit et que vous ayez mangé. En fait, en vrai, que vous n'ayez pas de gros problèmes. Maintenant, pour essayer de réduire aussi vos inquiétudes, j'aimerais vous dire de vous méfier des réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment percevoir si vous êtes de cette génération Z, parce que vous avez toujours connu les choses comme ça. Mais dites-vous bien que trop consommer de réseaux sociaux, ça a été prouvé, en fait, ça vous rend anxieux. Et aujourd'hui, les Français passent pas loin de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Et il ne faut pas penser que ça n'a aucune influence. En fait, justement, ça a plutôt été démontré que les réseaux sociaux vous rendent très anxieux. Il y a plusieurs mécanismes en œuvre, mais l'un qui me paraît le plus important, c'est en gros le biais négativité. C'est les algorithmes qui favorisent le contenu à forte interaction, type colère, indignation. Et pourquoi c'est problématique? C'est parce que le cerveau humain, déjà, il a tendance à survaloriser le négatif par rapport au positif. Alors, ça vient un peu, bon, en théorie, hein, ça vient un peu de la préhistoire, on suppose. En fait, imaginons qu'on soit un homme préhistorique au fin fond de la jungle, à côté d'un arbre, et qu'on voit à droite un pommier rempli de pommes et à gauche un tigre à dents de sabre qui veut nous croquer. Si on favorise le négatif, on va vite monter à l'arbre pour éviter de se faire manger par le tigre. Si on était un individu qui favorisait le positif, on irait voir tout de suite le pommier et on se ferait manger par le tigre et donc du coup, on ne survivrait pas. Donc aujourd'hui, on est histoire d'une longue sélection génétique qui a favorisé les hommes qui voient le négatif de manière beaucoup plus importante que le positif, donc qui le survalorisent, et ça a permis en fait la survie de l'espèce humaine. Et en quoi cela c'est dramatique? Eh bien, en fait, pour illustrer le fait que les informations négatives sont négatives, je vais vous parler de l'effet Werther. L'effet Werther, c'est absolument passionnant. C'est à la suite d'un roman qui a été publié dans les années 1774, ou qui parle d'un jeune homme qui se suicide par amour. Et suite à la publication de ce livre, il y a eu une augmentation des suicides parmi les jeunes hommes en Europe qui imitaient ce personnage. Et ça, c'est un phénomène de contagion par imitation. Et en fait, alors évidemment, tout le monde ne va pas se suicider en lisant ce livre, mais l'idée, c'est que si vous avez un penchant, vous avez une fragilité, ça dépend comment on le voit, pour le suicide, ce livre a eu un effet coup de pouce, on va dire. Et c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Si vous avez un penchant anxieux, dépressif, et que sur les réseaux sociaux, vous voyez que ça, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pousser, ça va attiser votre anxiété, ça va amplifier votre dépression. Donc c'est en ça qu'il faut se méfier des réseaux sociaux, parce que ça crée un cercle, pas vertueux, un cercle vicieux qui va alimenter votre boucle, votre anxiété, votre dépression en fait. Donc mon conseil, limitez fortement votre consommation des réseaux sociaux. Si vous ne pouvez pas la supprimer, parce qu'on sait que c'est pas possible, donc encadrez-la. Alors maintenant, j'aimerais vous parler des opportunités, des avantages énormes qu'a la génération Z. Car si c'est pas la génération la plus favorisée, c'est clairement dans le top 5 des générations qui ont la vie la plus douce. Et l'avantage inouï de cette génération, c'est le fait qu'ils ont une mobilité sociale, une mobilité géographique et un accès à l'information démentiel par rapport aux autres générations. Alors, je sais que certains vont me dire que l'ascenseur social est mort en France. C'est en partie vrai. Effectivement, maintenant, quand vous rentrez dans une entreprise, vous ne pouvez plus, comme avant, monter l'échelle, c'est-à-dire passer de ouvrier à PDG. C'est difficilement faisable.
Moi, je pense que c'est impossible. Ou c'est l'exception. Et vous ne pouvez pas non plus traverser la rue, comme dit Macron, pour trouver un travail. Ça a été le cas pendant une époque, hein, pendant la période des Trente Glorieuses, c'était le cas, mais plus maintenant. Par contre, la possibilité que les autres générations n'avaient pas et que la génération Z a, c'est que vous pouvez savoir où il y a du travail. Vous pouvez savoir quel type de travail, quel secteur recrute. Et ça, avant, on ne pouvait pas le savoir. Comment vous vouliez savoir avant? D'ailleurs, les gens, ils n'avaient pas beaucoup de choix de travail, hein, en fait. Les gens, quand ils cherchaient des boulots, c'était leur connaissance. C'était leur environnement limité, c'est-à-dire leur famille, leurs amis, leurs relations, leurs profs, les films qu'ils avaient vus, les journaux qu'ils avaient bouquinés. Mais souvent, comme beaucoup de personnes, ils trouvaient un travail un peu par hasard. C'était comme ça, en fait. Ils étaient présentés au bon moment, c'était un tel qui les avait introduits dans une boîte, ils avaient toqué à la boîte d'assurance pas loin de chez eux, et ils étaient devenus assureurs, quoi. C'était ça, il y avait beaucoup de hasard. Les gens choisissaient pas leur métier, reprenaient en gros le boulot de leurs parents ou ils testaient des métiers de leur connaissance. D'ailleurs, ça peut paraître un peu ridicule, mais des gens, quand ils voyaient des films, à une certaine époque, ils se disaient: «Ah tiens, ce boulot, ça a l'air sympa, je vais voir si je peux le faire». Là, aujourd'hui, vous avez la possibilité de savoir quel boulot vous correspond et aussi savoir s'ils recrutent. Alors, enfin, un argument qui va de pair avec la mobilité sociale, c'est la mobilité géographique phénoménale qu'a cette génération. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, c'est plus facile de changer de pays qu'en 1990, en France, de changer de département. Là, aujourd'hui, vous êtes en 2025, imaginons. Vous voulez aller à Dubaï. C'est un autre pays. Vous ne connaissez pas la langue. Vous pouvez savoir à quoi ça ressemble. Vous pouvez déjà savoir à travers des vidéos, des retours d'expérience, de blogs. Vous pouvez visualiser comment c'est à peu près Dubaï. Vous pouvez trouver un travail là-bas. Vous pouvez passer les entretiens à distance. Vous pouvez aussi trouver un logement ou un Airbnb, des hôtels, tout simplement grâce à Internet. Vous pouvez régler toutes vos démarches administratives. Donc, pas de problème de visa, de passeport. Et en fait, vous enlevez une grande partie du risque. Vous pouvez tout faire à distance. Avant même d'être parti. À l'inverse, quand vous voulez changer de département en 1990, imaginons que vous vouliez passer de Paris à Bordeaux. Comment vous faisiez sans Internet? Je vais vous le dire, c'était une galère sans nom en fait. Déjà, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble Bordeaux, en fait, à part acheter vaguement un bouquin Bordeaux et avoir des pages quelconques, il n'y avait pas grand-chose en fait. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous deviez vous déplacer en fait. Vous deviez vous déplacer. Prendre votre voiture ou un train pour visiter un peu la ville, etc. Et c'était que en surface. Et là encore, les déplacements, pour se déplacer là-bas, c'était pas facile, hein. Parce qu'il fallait prendre une carte, pas de Google Maps, hein, là aussi, donc fallait se débrouiller tout seul. Réservation d'hôtel, alors oui, on peut appeler et cetera, mais comment vous saviez quel hôtel vous vouliez réserver? C'était compliqué, en fait. Donc là, souvent, ce qui se passait, c'est qu'on prenait sa voiture et on prenait un hôtel, au bord de l'autoroute ou alors, un hôtel, tout simplement en plein centre-ville. C'était ça, en fait, c'était l'hôtel qu'on apercevait, sur le coin de la rue, quoi. Et si vous voulez trouver un logement, c'était aussi très pénible, très laborieux. Parce que là aussi, vous deviez acheter un journal pour éplucher les petites annonces, ou alors vous deviez tout simplement aller dans une agence immobilière, et là aussi, pareil, faire des visites. Il y avait rien à distance, en fait. Alors, à moins que vous ayez une mobilité professionnelle, en fait, c'était compliqué, quoi. Pareil pour les entretiens d'embauche, en fait, si vous voulez trouver un travail, là aussi, pareil, il fallait se déplacer, passer les entretiens. Vous ne pouvez pas voir les offres d'emploi avant, parce qu'il fallait soit aller regarder dans le journal des offres d'emploi, soit dans un cabinet de recrutement. En gros, c'était les deux grandes voies, notamment le cabinet de recrutement. Donc, vous allez sur un cabinet de recrutement, et en fait, ils vous appelaient pour vous dire, on a peut-être une offre et tout, donc vous reveniez pour passer votre entretien. Et faut pas croire tout se passer par téléphone, parce que là aussi, dans les années 90, ça peut paraître dingue, mais la facturation téléphonique, c'était à la minute. Ça coûtait extrêmement cher, en fait. Vous passiez pas des heures au téléphone.
Donc, il y avait quasiment rien qui se faisait à distance, en fait. Et même les communications entre les départements étaient payantes, en fait. On payait à la distance, c'est-à-dire plus on appelait loin, plus on payait. C'est pour ça d'ailleurs que les numéros, vous avez 03, 04, 05, c'est les grandes régions et c'est issu des grands tarifs, en fait. C'était ça l'historique. C'était différentes tarifications suivant la région ou le département, quoi. Et j'espère que vous comprenez la chance et l'opportunité que vous avez par rapport à vos parents, vos grands-parents, c'est que vous pouvez savoir quel boulot pourrait vous correspondre, si dans la pratique il y a du travail ou pas. Et à défaut, vous pouvez vous orienter différemment. Vous vous enlevez une grande partie du risque. Vous pouvez savoir, vous pouvez choisir vos études en fonction de ça. Vous pouvez faire les bons choix pour avoir une vie plus douce. Enfin, le dernier point que j'aimerais évoquer, c'est n'oubliez pas que vous avez le bien le plus précieux que toutes les générations plus vieilles que vous envient, c'est la santé. Alors, quand vous êtes jeune, en général, vous avez santé, et je sais qu'il y a des exceptions, il y en a qui sont malades, mais globalement, le moment où vous êtes en meilleure santé, c'est statistiquement quand vous êtes jeune. Par définition, quand vous allez vieillir, vous n'allez pas être en meilleure santé. D'ailleurs, vous allez perdre la santé, et c'est pour ça que vous allez mourir à la fin. Mais rappelez-vous un peu le proverbe bateau, vous avez 1000 problèmes quand vous avez la santé, et quand vous avez un problème de santé, vous n'avez qu'un problème. Et c'est tellement vrai, c'est exactement ça. On ne se rend pas compte de ce qu'on a que quand on le perd. Donc profitez de l'énergie, de la force, de la jeunesse que vous avez, de la conquête. Cette énergie, vous pouvez le déployer pour en fait construire et bâtir votre vie en fait sur tous les aspects, que ce soit évidemment financier, mais aussi amicalement, spirituellement, sportivement. Il faut faire des choses, il ne faut pas rester léthargique et surtout déprimé. Il faut se battre un peu. La vie, c'est un peu comme un film, hein, c'est un peu bateau, mais imaginez vous regardez un film de quelqu'un qui se laisse abattre. C'est chiant en fait. En fait, c'est chiant, premier degré. La vie, c'est fait pour qu'il y ait des péripéties, et quand il y a des moments un peu difficiles, on se bat un peu et on se fait force pour avancer en fait. C'est ça ce qui va vous plaire à vous-même en fait. C'est quand vous allez vous battre pour vous-même que vous allez vous sentir heureux, vivant. Donc il faut faire ça, c'est le but de la vie. Parce que la vie, c'est qu'une petite parenthèse. Au final, on naît et on meurt. Donc le but, c'est d'en profiter pendant cette courte parenthèse le plus possible. D'en profiter, alors c'est pas forcément être décadent, mais profiter dans le sens avoir le moins possible de regrets. Pas passer à côté de sa vie, ne pas passer sa vie à scroller sur son téléphone, à être léthargique devant des films ou à jouer aux jeux vidéo. Il y a des choses plus passionnantes que ça. Vraiment, rendez-vous compte que vous vivez les années les plus cool de votre vie en vrai. Profitez-en. Et moi, j'aimerais vous parler d'une personne de la Gen Z, hein, parce qu'il y en a d'autres, hein, qui est lui malade en fait. Alors il s'appelle Hugo Désert 07. Alors j'espère pas trop écorcher son nom, je mettrai son Instagram d'ailleurs en bas si vous voulez voir. Mais c'est un gamin, alors que j'apprécie. Alors l'idée c'est pas de se dire oui, sa vie elle est plus difficile que moi parce qu'il a un cancer du sang. Mais c'est plutôt justement, il a un cancer du sang, et je trouve que ce qu'il fait, parce que ce qu'il vit est vraiment très difficile, mais il publie sur les réseaux sociaux que des vidéos assez joyeuses et plutôt optimistes, même très optimistes. Et alors que la situation, objectivement, franchement, très délicate et très difficile pour lui. Et malgré tout, il s'applique à apporter une contribution au monde très positive. Et c'est ça qu'il faudrait essayer de s'inspirer. Moi, j'essaye à ma moindre mesure aussi de faire pareil, mais c'est ça sur quoi je me concentrais, si vous êtes inquiet, c'est d'essayer de faire du mieux qu'on peut pour apporter sa brique un peu dans l'édifice et faire un monde un peu meilleur, comme lui. D'ailleurs, bon, ça, je pense pas qu'il m'écoute, mais sait-on jamais, sache que j'ai commandé exprès pour toi en utilisant ton code promo pour te donner un petit coup de pouce. Alors, c'était que du beurre de cacahuète, mais ça sera toujours ça de prix. Mais c'est ça qu'il faut faire, c'est
essayer de faire du mieux qu'on peut pour pas avoir de regrets et pour se dire, bah, on a laissé une petite trace à l'échelle du monde, une petite trace positive. Bon, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu ou si vous êtes pas d'accord, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, hein. Pareil, si vous êtes d'accord, hein, parce que moi je préfère qu'on me dise que les gens sont d'accord avec moi. Et enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis à bientôt.